Aujourd'hui, on va parler d'un rêve devenu cauchemar, celui de GoPro. Et je dois vous dire un truc, à l'époque, comme beaucoup, j'étais fasciné par cette marque. Cette petite caméra d'aventure capable de capturer des sauts en parachute, des vagues monstrueuses, des tricks impossibles. C'était un symbole de liberté, d'adrénaline, d'une vie un peu plus intense. Et en 2014, quand GoPro entre en bourse, c'est l'euphorie totale. L'action démarre autour des $24, puis s'envole en quelques semaines au-delà des 90 et touche les 10 milliards de valorisation. À ce moment-là, franchement, beaucoup se disent que c'est l'évidence, que cette marque incarne forcément le futur. Tout le monde y croit, les fans, les influenceurs et aussi des investisseurs qui parfois investissent autant dans l'histoire que dans l'entreprise elle-même. Aujourd'hui, l'action tourne autour des $0,86 avec une capitalisation boursière moindre d'une centaine de millions de dollars. Et surtout, près de 99% de valeur détruite depuis les sommets. Des milliers de fans investisseurs ont vu leurs économies partir en fumée simplement parce qu'ils croyaient en leur marque préférée. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette histoire, parce qu'au fond, ce n'est pas juste GoPro. C'est un mécanisme qu'on retrouve souvent en bourse, une marque cool, une histoire forte et parfois un investissement qui tourne mal. Dans cette vidéo, on va revivre cette chute comme un véritable thriller. Comprendre où tout a basculé, ce que beaucoup n'ont pas vu venir et surtout les leçons concrètes que les investisseurs peuvent en tirer. Alors c'est parti pour un nouvel épisode de la série des grandes chutes. Pour vraiment comprendre cette histoire, il faut revenir un peu en arrière, parce que ce genre de trajectoire en bourse commence rarement par un échec. Et au contraire, ça commence presque toujours par un rêve très convaincant. Au début des années 2000, un jeune surfeur nommé Nick Woodman passe son temps entre l'Australie, l'Indonésie et les spots mythiques. Il cherche la vague parfaite, mais impossible de capturer ces moments comme il le voudrait. Photos floues, caméra trop grosse, trop fragile, trop éloignée de l'action. Bref, rien ne le satisfait. Alors il bricole, il commence avec un vieux boîtier de 35 mm, une sangle fabriquée avec des bouts de combinaison et un van partagé avec des amis. Ils vivent dedans, surfent du matin au soir et Nick filme tout ce qu'il peut. Ce n'était pas vraiment un business plan au départ, mais plutôt une frustration très concrète. C'est d'ailleurs souvent comme ça que naissent les grandes histoires entrepreneuriales. En 2002, il lance GoPro. Au début, c'est artisanal, bracelet pour caméra, coque étanche vendue sur les plages, collier en coquillage pour financer le projet. Les années passent et là tout s'accélère. En 2004 sort la première Hero, une petite 35 mm dans un boîtier waterproof. 2 ans plus tard, la Digital Hero passe au numérique. Puis, entre 2010 et 2011, la HD Hero et la Hero 2 changent vraiment la donne. La qualité grimpe en flèche et GoPro entre dans une autre dimension. Et à ce moment-là, je pense que beaucoup ont ressenti la même chose. La sensation qu'une nouvelle catégorie de produits venait d'apparaître. Pas juste une caméra, un moyen de documenter sa vie différemment. YouTube se remplit de wingsuits, de descentes en VTT, des tricks en skate filmés au ralenti. Les pros adoptent la marque. Shaun White, Kelly Slater, Travis Pastrana, au X-Games, à la Red Bull Rampage, dans les compétitions de surf, le logo GoPro est partout. Et entre 2012 et 2013, les ventes explosent littéralement. En 2013, les chiffres sont impressionnants. 986 millions de dollars de chiffre d'affaires, plus 87% sur un an, une marge brute de 47%, un bénéfice net de 146 millions, une trésorerie de 370 millions de dollars et surtout un endettement quasi nul. Franchement, je vous le dis, c'était un bilan de rêve. Croissance explosive, rentabilité, cash, abondance, peu d'entreprises tech affichaient un tel profil à ce moment-là. Et donc tout laissait penser que GoPro pouvait conquérir le monde. Puis en 2014, c'est l'apothéose, l'introduction en bourse. Le 25 juin 2014, GoPro entre au Nasdaq à $24 l'action. En quelques mois, le titre frôle les $95 et la société enregistre une valorisation de plus de 10 milliards de dollars. GoPro devient alors bien plus qu'une entreprise, presque un symbole culturel. Les fans y croient, les investisseurs aussi, et souvent les deux se confondent.
Et avec le recul, je trouve ça fascinant. Quand une marque touche l'émotion, l'analyse financière passe parfois au second plan. On investit dans l'histoire autant que dans l'entreprise. De son côté, Nick Woodman, lui, reste ce surfeur du van devenu milliardaire sur le papier. Short, tongs, discours inspirant, tout semble naturel, presque évident. Concrètement, c'est l'âge d'or. L'énergie est partout, hype, croissance rapide, rêve d'adrénaline. Et à ce moment-là, honnêtement, peu de gens imaginent que la machine pourrait s'arrêter. Mais derrière cette ascension euphorique, quelque chose voit le jour. Un objet que presque tout le monde a dans la poche et qui va tout changer. Lequel ? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Cet objet, en réalité, vous le connaissez déjà, c'est l'iPhone. Et avec le recul, son impact paraît presque évident. Mais à l'époque, peu d'investisseurs avaient vraiment anticipé à quel point il allait changer la donne pour GoPro. On était fasciné par GoPro, par l'image, par l'histoire, pas forcément par la dynamique concurrentielle. À partir de 2015-2016, les caméras des smartphones progressent à une vitesse impressionnante. Stabilisation, 4K, slow motion, grand angle, ce qui rendait GoPro unique quelques années plus tôt devient progressivement un standard. Et forcément, pour beaucoup d'utilisateurs, la question se simplifie. Pourquoi acheter une caméra supplémentaire quand le téléphone fait déjà largement le travail ? Et donc, petit à petit, les habitudes changent et les contenus aussi. On ressent tout de suite moins d'exclusivité chez GoPro. La magie commence donc à s'estomper et l'entreprise, elle, tarde à réagir. Et au lieu de se recentrer, GoPro panique et accélère. Plus de produits, toujours plus vite, une stratégie classique quand la croissance ralentit, mais qui peut aussi amplifier les erreurs. Et donc la Hero 4 Session arrive, compacte, élégante, prometteuse sur le papier, mais dans la réalité, c'est plus compliqué. Surchauffe, autonomie limitée, positionnement flou et résultat des dizaines de millions de dollars de stock dévalorisés. Un premier signal que la machine se dérègle. Puis arrive l'épisode sans doute le plus symbolique, le drone Karma. Vous ne le savez peut-être pas, mais en octobre 2016, GoPro veut élargir son univers, passer du sol au ciel. Sur le papier, l'idée est cohérente avec l'ADN de la marque, mais dans la pratique, eh bien, c'est un fiasco. 16 jours seulement après le lancement, eh bien, c'est un rappel total. Certains drones perdaient simplement leur puissance en plein vol, d'autres tombaient en morceaux. Les vidéos circulent vite et l'image de marque en prend un coup. Et à partir de là, la dynamique change clairement. Les revenus sont en baisse, les objectifs révisés et on voit même l'apparition de plans sociaux. GoPro tente quand même un dernier pivot, celui de devenir une média compagnie. Mais le public, lui, ne suit pas et donc le projet finit par être abandonné. Et pendant ce temps-là, la concurrence s'organise. DJI arrive avec des caméras et drones très performants, agressifs en termes de prix. Insta360 apporte de nouveaux usages avec les caméras 360 degrés et concrètement, le marché évolue vite et GoPro, qui dominait largement quelques années plus tôt, perd progressivement du terrain. D'ailleurs, 2024 confirme cette dégringolade. Les chiffres sont éloquents, 801 millions de dollars de chiffre d'affaires, soit moins 20% comparé à 2023. Des pertes nettes de 432 millions de dollars, une dette avoisinant les 186 millions de dollars et une trésorerie négative. Bref, ce n'est plus le joyau que c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, début 2026, l'action tourne autour des 0,86 $, avec une capitalisation boursière qui dépasse à peine la centaine de millions. De son côté, Nick Woodman reste engagé, il a même réinvesti personnellement fin 2025. Et la direction évoque même un retour à la rentabilité. Peut-être que l'entreprise survivra, peut-être même qu'elle rebondira, mais pour les investisseurs qui étaient entrés au sommet, eh bien la réalité est tout autre. Beaucoup ont vu leur capital fondre de plus de 90%, parfois même davantage. Et c'est là que cette histoire devient intéressante, parce qu'au fond, ce n'est pas seulement GoPro, c'est un cas d'école, une marque adorée, une innovation forte, une hype massive et un investissement qui peut tourner très différemment de ce qu'on imaginait. Mais attendez, cette histoire ne se termine pas forcément mal. Il existe une stratégie simple qui, pendant que GoPro détruisait de la valeur pour certains investisseurs, aurait permis de protéger ce capital et de le faire évoluer beaucoup plus sereinement. Et ça, on va en discuter tout de suite. Et maintenant, regardons les chiffres, les vrais.
Pas les émotions, pas l'histoire qu'on se raconte, juste les faits. Parce qu'en bourse, c'est souvent là que le décalage apparaît, entre l'image qu'on a d'une entreprise et ce que vit réellement l'investisseur. Et donc, reprenons simplement. En 2014, au pic d'euphorie, juste après l'introduction en bourse, un investisseur qui aurait placé 10 000 € sur GoPro aurait eu de bonnes raisons d'y croire. Une marque forte, innovante, omniprésente sur les réseaux, associée à un style de vie inspirant. Franchement, à ce moment-là, beaucoup avaient le sentiment que tout semblait aligné. Aujourd'hui, début 2026, ces 10 000 € ne représentent même plus une centaine d'euros, moins de 1% de la mise initiale, près de 99% de valeur détruite. Et ce genre de trajectoire est souvent difficile à accepter, autant parce qu'elle touche l'émotion que le portefeuille. Beaucoup d'investisseurs ont été convaincus par la marque, par le produit, parfois même par l'histoire personnelle du fondateur. C'est humain, mais c'est aussi l'un des pièges classiques du stock picking, la concentration. Miser fortement sur une seule entreprise expose un risque spécifique énorme. Concurrence inattendue, innovation disruptive, erreurs stratégiques ou encore simple retournement de cycle. Et pendant ce temps, un investissement équivalent réalisé au même moment sur un indice large, le S&P 500 ou encore le MSCI World, par exemple, aurait connu une trajectoire très différente, sans euphorie spectaculaire, mais aussi sans effondrement brutal. Selon les périodes exactes, les frais et les supports utilisés, ces mêmes 10 000 € auraient pu se situer aujourd'hui autour de 25 à 30 000 €. Pas une promesse, pas une garantie, juste une illustration historique d'une dynamique plus diversifiée. Et c'est là qu'on touche à quelque chose d'important. La diversification ne supprime pas le risque, mais elle réduit fortement le risque spécifique. L'échec d'une entreprise isolée devient alors beaucoup moins déterminant pour l'ensemble du portefeuille. Le stock picking peut sembler séduisant, surtout quand on débute, parce qu'il donne l'impression de pouvoir identifier la prochaine pépite. Mais dans la pratique, c'est une approche exigeante, risquée et souvent influencée par l'émotion plus que par l'analyse. A l'inverse, les indices capturent l'ensemble du marché. Les entreprises qui échouent sont progressivement remplacées par celles qui innovent. Et ce mécanisme d'ajustement continu explique une grande partie des performances observées sur le long terme. Mais cela ne signifie pas que les ETF sont parfaits, ni que toute sélection individuelle est mauvaise. Mais pour beaucoup d'investisseurs, notamment en phase d'apprentissage, une approche diversifiée et disciplinée reste souvent plus robuste. Et derrière le cas GoPro, il y a finalement une leçon plus large. Apprendre à gérer le risque, reconnaître ses biais émotionnels et construire un patrimoine sur la durée plutôt que de chercher la prochaine histoire spectaculaire. Et au fond, c'est peut-être la vraie leçon de cette histoire. Une entreprise peut continuer d'exister, rester solide, parfois même se réinventer, mais cela ne garantit jamais la performance pour ses actionnaires. En bourse, la différence entre une belle marque et un bon investissement est souvent plus subtile qu'elle n'en a l'air. Alors, si ce sujet vous intéresse, j'ai préparé un petit quiz en description. L'idée n'est pas de donner une réponse toute faite, mais simplement d'aider à situer son profil d'investisseur, mieux comprendre ses réflexes face au risque et éviter certains pièges classiques, surtout quand on débute. Ça peut être un bon point de départ pour prendre un peu de recul sur sa manière d'investir. Tranquillement, sans jargon, sans pression, alors n'hésitez surtout pas à y accéder. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve très bientôt. C'était Monarque, ciao ciao.